C'est parti. Voilà, vous avez donc certainement quelque chose qui s'affiche où il vous faut dire que vous avez bien compris. OK pour ça, très bien. Donc, vous pourrez bien sûr prendre la parole à différents moments, mais Emmanuel et moi allons vous présenter bien notre sujet du jour. Et peut-être que on va commencer par se présenter parce qu'on connaît certains d'entre vous et certains d'entre vous nous connaissent, mais peut-être pas complètement et peut-être pas nous deux. Donc, cette conférence s'adresse, comme vous le savez, à des professionnels de l'accompagnement et des professionnels de santé. Et donc, nous allons parler de la façon dont on peut accompagner les profils à haut potentiel. Donc, je vais vous présenter Emmanuel qui va se présenter toute seule. Donc, Emmanuel Delrieux, avec qui je travaille, avec qui j'échange depuis plusieurs années autour du sujet. Je te laisse la parole, Emmanuel. Tu me laisses démarrer alors que tu sais que j'aime pas me présenter. Ah Mais c'est pas grave, je vais le faire. Donc Emmanuel Delrieux, je suis psychologue, initialement psychologue développementaliste. C'est une spécialité qu'on connaît très très peu en France et qui, parmi toutes les différentes disciplines de la psychologie, consiste à étudier toutes les phases de changement de vie de l'âge fœtal jusqu'à la mort. Et une de mes spécialisations, ça a été très vite de travailler avec la population à haut potentiel intellectuel. Voilà, en pratique. Et puis, depuis 2 ans, ça n'a rien à voir avec cette conférence, mais je le pose aussi, je me suis réorientée vers l'écopsychologie. Voilà, donc j'expliquerai plus tard ce que c'est, parce que là, ça n'a pas forcément d'intérêt. Et effectivement, depuis des années, donc dans le cadre du haut potentiel, j'œuvre à travailler dans différentes associations. Et c'est justement grâce à la FEP, l'Association française des enfants précoces, qui a rajouté un H récemment, qu'on s'est rencontrés avec Magali. Et le lien s'est vite tissé, hein. On a fait pas mal de conférences en direct. Donc, et on s'est rendu compte qu'on était un couple qui fonctionnait bien dans nos approches à la fois différentes et complémentaires. Et puis, peut-être aussi dans notre manière de parler, dans notre manière d'évoquer les choses et dans nos connaissances qui viennent vraiment de milieux différents et qui font qu'ensemble, ça donne quelque chose qui, à la fois, je pense, dépote et en même temps, j'espère, en tout cas, est nourrissant pour les autres. Voilà. Voilà. Et puis, Magali, je te donne la parole. Merci. C'est vrai qu'on fait toujours ce retour. Vous êtes vraiment complémentaires, donc on commence à le croire. Donc, je suis Magali Barcelot, je suis gestalt thérapeute, donc psychopraticienne certifiée en gestalt thérapie. Pour ceux qui ne connaissent pas la gestalt thérapie, c'est un courant de psychothérapie humaniste qui est centré sur la relation. Et la relation, c'est vraiment mon cœur de métier depuis toujours, puisque moi, j'ai démarré dans le milieu commercial, donc pas tout à fait à voir avec mon sujet d'aujourd'hui, mais c'est comme ça que je me suis intéressée d'abord à la communication et puis très vite aux relations humaines. Et il y a donc 20 et quelques années que j'accompagne des adultes et des adolescents en gestalt thérapie pour les aider à s'épanouir. Et j'interviens aussi en entreprise. Je suis consultante formatrice en qualité relationnelle et ça depuis, on va dire, une trentaine d'années. Et donc, j'interviens sur des problématiques relationnelles ou pour apprendre à tout le monde à mieux communiquer, avoir une autre qualité de lien. Je vous parle et en même temps, hop, j'accueille les derniers arrivants. Voilà, donc je suis spécialiste moi aussi de l'accompagnement des HPI depuis 8 ans, puisque bien c'est arrivé dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle. Cet élément-là est arrivé alors que je ne l'attendais pas. J'ai découvert le sujet par ma fille, qui a aujourd'hui 14 ans et un peu plus, et qui donc m'a mise sur la voie. J'ai découvert ça avec beaucoup d'intérêt. Et je ne sais pas qui a laissé son micro ouvert, merci. Et puis, eh bien, je me suis rendu compte à quel point ça avait révolutionné moi, ma façon de voir les choses, ma façon de me comprendre encore davantage. Et j'ai eu envie d'approfondir la question. J'ai eu envie d'approfondir la question, de me pencher sur la façon dont je pouvais encore mieux accompagner les gens qui venaient me voir, parce que je me suis rendu compte forcément que j'avais beaucoup de ces profils-là, comme par hasard. Hein. En général, on les attire. Mais je ne savais pas. Pendant des années, j'ai accompagné des profils atypiques sans savoir qu'ils étaient des profils atypiques. Donc, j'ai eu envie de me former davantage et j'ai rejoint la FEP. Donc, comme l'a dit Emmanuel, c'est à cet endroit-là que nous nous sommes rencontrés.
autour de rencontres professionnelles et nous avons eu envie de partager des choses ensemble et donc des conférences autour du sujet sur différents thèmes, longtemps en présentiel et depuis 2 ans, bah, forcément uniquement à distance. Et donc, bah, nous avons contribué à différentes choses hein, dans le domaine. Enfin, chaque fois qu'on peut, on fait passer le message parce qu'on est l'une et l'autre passionnés par le sujet. Voilà, et bah, je vais peut-être, prendre la suite sur le fait que justement, ce qui nous a amenés à parler du sujet et à nous interroger sur la façon dont on accompagnait ces gens et vous proposer cette conférence aujourd'hui, c'est parce que, nous avons, en tout cas je vais parler pour moi, mais je pense qu'Emmanuel sera d'accord avec moi, nous avons eu à découvrir, nous, quand nous avons eu à accompagner ces profils atypiques, eh bien, nous nous sommes demandé comment faire pour apprendre à mieux les accompagner. Parce que c'est pas parce qu'on est soi-même atypique, HPI ou multipotentiel, enfin tous les termes que vous connaissez, on pourra y revenir si vous voulez, c'est pas parce qu'on est soi-même concerné qu'on sait accompagner les autres, même si on est un professionnel de l'accompagnement ou un professionnel de santé. Donc, il faut faire cette différence-là déjà et se dire que bon, même si on le connaît mieux de l'intérieur, il faut aussi savoir utiliser certains leviers et ajuster sa pratique. Donc, c'est un peu, c'est même beaucoup ce dont on va parler ce soir. Et nous nous sommes rendus compte, en tout cas moi je me suis rendu compte qu'il existait peu à cette époque-là, en tout cas de solutions pour me former. J'ai donc eu le plaisir de me rapprocher de la FEP qui m'a nourrie. J'ai plongé dans tous les bouquins que je pouvais trouver. J'ai écouté beaucoup de conférences et j'ai trouvé des formations, mais elles n'ont pas été suffisantes à mon goût. Je n'ai pas été nourrie suffisamment. Donc très tôt, j'ai été sensible au fait que ben, c'est difficile de trouver des formations pour accompagner ce type de profil. Et je me suis rendu compte aussi très vite que beaucoup de ces personnes que nous accompagnons étaient souvent en difficulté avec les personnes qu'elles rencontraient, que ce soit dans le milieu ou médical ou chaque fois qu'elles avaient besoin d'un accompagnement, elles avaient du mal à se faire comprendre ou à être comprises et c'était une souffrance supplémentaire. Je vais laisser la parole à Emmanuel qui va certainement avoir encore à vous dire dans ce sens. Voilà pourquoi, en tout cas, j'en suis venue, moi, il y a déjà 2 ans et demi, à penser que nous avions non seulement à apprendre, mais aussi à transmettre. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que dans la rencontre, on a posé ça ensemble. Moi, de mon côté, peut-être que d'autres se retrouveront hein, là-dedans. Dans ma formation initiale de psychologie à l'université, en tout et pour tout, je n'ai dû avoir que 3 heures consacrées au potentiel intellectuel. Et je suis un peu comme Obélix qui est tombé dans la marmite quand il était petit, c'est-à-dire que mon premier patient qui est arrivé au cabinet, paf, un HPI. Et je me suis rendu compte que c'était pas du tout comme ça que j'avais appris, à l'université et même dans d'autres formations Allez, viens. annexes ou dans des DU que j'avais eu à côté. Et il a fallu que je me forme sur le tas comme toi, hein, Magali, voilà, en allant, en se rapprochant d'associations, il y a les congrès d'Ourense aussi, Nathalie Alstine qui nous nourrit, il y a plein de choses partout. Et puis j'ai fait des formations, dont je tairai le nom, mais qui, finalement n'ont pas été autant, c'est même plus que nourrissantes, ont été, éclairantes, pour moi et ce que je venais chercher, c'était un travail autour des spécificités réelles des HPI, et de savoir si ma posture était juste ou pas. Parce que, c'est des patients qui venaient vraiment me chercher, à plein de niveaux sur différents terrains, que ce soit tant, au niveau postural, que ce soit au niveau du cadre, que ce soit aussi au niveau du contenu. Hem voilà, donc moi, c'est des patients, je les appelle les sales gosses. Moi, je les adore, hein, c'est super, mais c'est éprouvant, c'est parfois fatigant, et ça nous enfin, c'est des patients qui sortent de la zone de confort. Donc c'est vraiment un travail de fond que j'ai comme toi, pardon, Magali, depuis beaucoup d'années. C'est-à-dire travailler, cette posture, travailler le fond, travailler les contenus et c'est vrai qu'ensemble, on s'est dit: «Là, il est peut-être temps qu'on commence à poser, quelque chose, de plus généreux à la fois et en même temps, de plus cadrant autour, du fonctionnement HPI et de quand on est professionnel, bah, qu'est-ce qui se passe en fait? Comment accueillir aussi cet inconfort?»
Et je crois qu'une des premières clés que toi, tu voulais aborder, et qui Mmh. est un peu ta spécialité, Oui. c'est savoir les accueillir, en fait. Oui. Alors peut-être avant ça, juste je rajoutais que, moi aussi je me suis heurtée à beaucoup de freins autour de moi et notamment même dans mon milieu gestaltiste, hein, avec, Mmh. mes confrères et consoeurs gestaltistes. À chaque fois que j'étais en supervision et que je parlais des HPI, heu, pendant un certain temps, aujourd'hui ça s'assouplit, mais au départ c'était: «Oui, mais on les accompagne de la même façon. On est gestaltiste et donc on les accompagne de la même façon, je vois pourquoi on ferait différemment?» Et j'avais vraiment à lutter contre ça parce que, oui, bien sûr, je conserve ma posture et vous allez chacun pouvoir conserver vos postures habituelles, que vous soyez consultant, que vous soyez médecin, que vous soyez psy, que vous soyez coach, vous allez garder vos postures, mais il y a une adaptation et surtout une découverte du sujet et de la spécificité de ce profil. Et je me suis rendu compte vraiment combien il y avait cette fermeture pour au final au fur et à mesure des années, m'entendre dire que, ben, on aime bien me poser des questions sur: «Ah, tu sais, j'ai tel patient, ou tel client», on les appelle patients ou clients, hein, nous. Et bien, peut-être qu'il est HPI, qu'est-ce que tu en penses? Donc, on venait me chercher sur ces idées-là et c'est tout ça qui, à un moment donné, m'a amené à me dire: «Mais oui, effectivement, il y a des choses à transmettre» parce que les gens ne connaissent pas, tout simplement. Nous, quand on est dedans, on a l'impression qu'on connaît. Peut-être que plusieurs d'entre vous se sont déjà bien, heu, renseignés sur le sujet et connaissent bien. Peut-être, vous êtes concernés aussi, il y a vraiment des choses à approfondir. Et tu vois, je renchéris ton témoignage, Magali, parce que, récemment, je participais au congrès, Douance de Nathalie, Astin, je ne sais pas pour ceux qui connaissent. Il y avait une très belle intervention, d'un docteur qu'on appelle le docteur sommeil, Oui, qui justement témoignait de ce dont tu es en train de parler, mais que moi aussi je pourrais témoigner et j'imagine, chacune et chacun, ici présent. À savoir, que, le fonctionnement HPI, a ses particularités et qu'elle-même, en fait, elle se heurte dans le monde médical à expliquer pourquoi on ne peut pas accueillir effectivement un HPI, ou un HPI tout à fait. hypersensible de la même manière que les autres Mmh. et surtout comment, en fait, l'accueillir, comment, mais au-delà de l'accueillir aussi, hein, quelles sont les investigations spécifiques à avoir. Donc c'était intéressant, enfin, d'avoir aussi ce regard-là, qui est pas là souvent, quoi. Absolument. Mmh. J'en profite aussi avant d'oublier pour, faire une petite parenthèse sur le congrès d'Ouance parce que peut-être, probablement que plusieurs d'entre vous connaissent le congrès d'Ouance et si ce n'est pas le cas, ben, c'est important pour nous de vous le dire. Le congrès d'Ouance est un congrès en ligne qui existe depuis 6 ans. La 6e édition vient de se terminer. C'est Nathalie Elsten qui, organise ça depuis, 6 ans et c'est une conférence, une série de conférences en ligne, un événement en ligne qui dure chaque année une semaine avec 2 orateurs par jour, des conférences sur le sujet, des conférences qui sont gratuites au moment de la diffusion pendant 24 heures. Et ensuite, elle vend le pack avec toutes les conférences. Il s'est terminé cette semaine, mais bonne nouvelle. Dès ce week-end. Donc, on le connaît bien et on y est attaché avec Emmanuel, puisque nous avons participé toutes les deux à ce congrès. Moi, je ne sais plus, c'était en 2018 et l'année dernière. Et puis, Emmanuel était encore cette année avec un sujet super intéressant que je vous invite à découvrir, l'éco-psychologie. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une rediffusion tout le week-end gratuite. Donc, Mmh mh. si ça vous intéresse, eh ben, vous trouverez le lien ou vous nous le demandez, on vous enverra ça pour ceux qui ne connaissent pas et vous pourrez profiter de ces belles conférences, dont celle dont Emmanuel vient de parler, qui effectivement était très, 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 très chouette avec un Ouais. sujet sur le sommeil. Donc, voilà, je referme la parenthèse, mais je me suis dit après, je vais oublier, c'est important de vous donner cette information-là. Non, mais Donc, c'est on comme ça veut, les conférences avec les HPI. Ça ça donc on en était au niveau des clés, voilà, effectivement. on va attaquer sur nos clés qui nous paraissent essentielles. Alors, bien sûr, des clés essentielles, il y en a beaucoup, mais on s'est tenu à 4 clés. On va vous présenter 4 clés essentielles. Et puis, bien sûr, autour de vos questions, on pourra en aborder d'autres peut-être, mais on se structure parce que c'est nécessaire chez les HPI de se structurer. Alors, la première clé dont on a envie de vous parler, c'est savoir accueillir les profils à haut potentiel quand ils viennent jusqu'à nous. Pourquoi savoir les accueillir? Bah parce que c'est pas toujours évident de les accueillir en fonction de comment ils arrivent jusqu'à nous. Ils peuvent arriver de différentes façons, ils peuvent être recommandés, ils peuvent avoir trouvé vos coordonnées. Alors pour nous, en tout cas, on affiche que c'est notre spécialité, donc ils savent qu'on s'occupe de ça, mais
pas que. Moi, j'ai encore quelques patients qui sont neurotypiques. Je suis spécialisée dans le neuroatypique, mais j'ai aussi des patients neurotypiques. Donc, les gens peuvent arriver de différentes façons ou recommandés par des professionnels qui nous connaissent. Et quand ils arrivent, soit ils arrivent avec une demande précise autour de leur haut potentiel, soit pas forcément, soit ils ne savent même pas qu'ils ont un profil atypique. Et c'est nous ou vous qui allez le leur faire découvrir. Donc selon la façon dont ils arrivent jusqu'à nous, bah, il faut y aller vraiment de façon très délicate. Les gens peuvent arriver en vous disant oui, moi je suis HPI, je sais, on m'a fait un test quand j'étais petit, puis j'en ai jamais plus entendu parler, puis maintenant j'aimerais bien reprendre ça et en entendre parler. Ok, bon, très bien. Vous pouvez avoir des personnes qui arrivent, qui n'ont pas eu de test, qui n'ont pas été identifiées et qui se disent je crois que je suis à haut potentiel, ça fait plusieurs fois qu'on me parle de ça. Ou bien un professionnel qui aurait dit vous êtes à haut potentiel sans l'avoir vérifié, ça arrive aussi. Des personnes qui arrivent avec différentes problématiques mais qui ne savent pas qu'elles ont ce profil-là, qui n'ont jamais entendu parler du profil. Donc, notre approche, elle va vraiment s'ajuster à la façon dont ils vont venir. Et ce que je dirais, moi, d'essentiel, c'est que dans tous les cas, ce qui compte, c'est de voir là où ils en sont sur leur chemin et pas forcément par rapport à ce filtre, bien qu'on va utiliser ce filtre, on va voir, on va vérifier, mais vraiment déjà savoir où ils en sont dans leur vie, ce qui les conduit en thérapie. Parce qu'en thérapie ou jusqu'à vous, en fonction de ce que vous pratiquez, de votre pratique et de ce que vous faites. En tout cas, s'ils arrivent jusqu'à vous et qu'ils arrivent avec ça, quel est le lien? Qu'est-ce qu'on en fait? Pourquoi ils le mettent en avant? Moi, parfois, j'ai des personnes qui viennent et qui ne me parlent pas de ça, mais qui sont passées par mon site et qui n'osent pas me dire qu'elles viennent me voir parce qu'elles ont vu que j'étais spécialiste des profils à haut potentiel. Donc, il y a vraiment des choses à poser et surtout, ne jamais partir à fond dans le sujet avec une affirmation comme ça et en soutenant que ah bah oui, vous êtes à haut potentiel, ah bah très certainement, très certainement. Moi, je dis qu'il faut vraiment y aller avec des pincettes parce que ça peut être très fragile. Il y a certaines personnes qui arrivent et qui disent tout de suite, moi je veux voir un professionnel, je veux passer le test, je suis sûre, je le suis et je veux passer le test. Mais avant d'en arriver là, il y a toute une démarche, il y a toute une appropriation, il y a toute une connaissance du sujet et ça peut être très fragile en fonction de là où en est la personne dans sa vie. Donc, je dirais que même si c'est une personne qui a ce profil singulier, il est important de savoir avant tout pourquoi elle consulte, ce qu'elle vient chercher, là où elle en est dans la vie, parce que bien souvent, Yo, ah, je il vais y a faire quelqu'un qui pipi, parle. j'arrive. Vous pouvez couper le micro, s'il vous plaît. Donc, c'est important de savoir où la personne en est dans sa vie. Où est-ce qu'elle en est dans sa vie et avec quoi elle arrive et ce qui la motive à venir nous voir. Parce que, bien sûr, je dis souvent quelque chose que je reprends de Olivier Revol qui souvent dit, bien sûr, quand on accueille les enfants à haut potentiel, bon, ben, ce sont des enfants à haut potentiel et on les accueille avec ce profil-là, mais n'oublions pas qu'ils sont avant tout des enfants. Il y a quand même quelque chose à garder. Et moi, je dis la même chose pour les adultes, c'est-à-dire que même s'ils arrivent avec ce profil, avec cette question-là, avec ce questionnement, avec qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas, ce sont avant tout des adultes qui ont un parcours, qui ont une histoire, qui ont vécu des choses et qui arrivent avec leur parcours de vie. Et ça commence par là, quoi qu'il en soit. Tu veux rajouter Mmh. quelque chose, Emmanuel, peut-être? Pas forcément, mais je vais peut-être me faire plus la voix des patients que la voix du thérapeute. C'est-à-dire que ce que tu dis, c'est très juste et je pense que tout à chacun en tant que thérapeute, coach, ou enfin voilà, professionnel de santé ou de l'accompagnement, c'est quelque chose qu'on travaille tous, quelles que soient nos obédiences théoriques, c'est la structure d'accueil, quelles que soient les spécificités de l'individu en face. Mais c'est vrai que pour le patient, le retour qu'il y a, l'attente qu'il y a, que j'ai pu remarquer, entendre, mais d'autres professionnels aussi, c'est qu'est-ce qu'ils ont besoin dans cette structure d'accueil? Et ce qui est posé, c'est quelque chose qui est au-delà du alors ils ont besoin bien sûr d'un cadre explicite, hein, comme tout à chacun et ça, c'est le cadre qui fait partie de vos obédiences, théoriques et pratiques, pardon. Mais eux, ils vont vraiment travailler sur quelque chose qui est de l'ordre du sensible, quelque chose qui est de l'ordre du ressenti et au-delà du ressenti,
qui est aussi une sorte d'observation. C'est-à-dire que c'est des patients qui vont vraiment passer la première heure de contact à être beaucoup dans l'observation de votre posture, mais là, pas une posture cadrée telle que tu viens de la poser, Magali, mais vraiment une posture d'un point de vue physique et physiologique, d'accord? Vos micro-expressions faciales, bon, alors avec le masque en présentiel, c'est pas top, mais les micro-expressions faciales, c'est la folie. Il s'appuie énormément là-dessus. Donc, savoir est-ce qu'il y a une cohérence entre ce que vous dites et votre posture et votre posture et les micro-expressions faciales, la tonalité de la voix, ils vont être également sensibles à ça. Mais au-delà de ces aspects, l'attente, c'est est-ce que je suis accueillie et est-ce que la personne va être capable de rebondir sur des petites choses, des petits, pas forcément des pics, mais des petites notes d'humour, une petite finesse d'esprit par-ci par-là, un petit lien, juste de voir est-ce que l'interaction prend en fait. Pour eux, cette sorte de connivence, a son importance et que vous soyez HPI ou pas HPI, à la rigueur, peu importe, hein, comme des patients qui disent: «On s'en fout d'ailleurs que le professionnel soit, HPI lui-même ou pas». Mais à partir du moment où ils vont sentir cette connivence et sentir que l'autre, incarne réellement ce qu'il est et ce qu'il vit, c'est-à-dire qu'il y a pas d'incohérence, de biais ou de dissonance, c'est déjà un cadre qui va juste les rassurer, en tout cas dans la première heure. Et ça, on le voit avec tous les enfants, les adultes, les ados, beaucoup. Moi, je travaille avec les ados et ça, ils le captent vite. Donc là, c'est plus la voix, ok, du patient. Et à partir de cette voix des patients, c'est vrai que c'est pas évident parce que, en tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, pour moi, ça a été le cas, hein. J'ai été vraiment conditionnée durant mes années d'études et dans mes différentes formations annexes, DU et cetera, sur le cadre d'une posture qui ne doit pas s'adapter au patient, en fait, qui est une posture et le patient, il rentre dans son cadre et là, c'est un peu cette danse-là dont on vous parlait au début de séance. C'est-à-dire que la clé, c'est que, ça va demander une sorte de petite flexibilité aussi de la part du thérapeute qui est: «OK, on reste dans mon cadre, mais si ce cadre est peut-être un peu trop rigide ou si je sens que le patient n'est pas forcément à l'aise, jusqu'où je peux le bouger pour que moi, je sois confortable, mais que l'autre aussi se sente accueilli dans sa spécificité». Vous voyez? Donc voilà, ça c'est une petite chose que je n'ai, apportée en plus, tu vois, dans la clé sur le savoir accueillir. Ce qui m'amène à ce que tu posais tout à l'heure, Magali, c'est-à-dire, le fait que le thérapeute soit au courant et connaisse correctement le sujet HPI, ça, on glisse vraiment sur la deuxième clé. C'est-à-dire que, OK, il y a la structure d'accueil, c'est hyper important, mais il y a qu'on soit HPI, pas HPI, ou qu'on en fasse une spécialité de travailler avec les HPI, il va falloir bien connaître le sujet. Bien conna Ouais, pardon. 2 secondes, Emmanuel, juste avant que tu passes à ce sujet-là, de Ouais, dire, par rapport à l'accueil, en tout cas, ce que je tiens à souligner, c'est, l'importance de ne pas être, brutal, on va dire, dans l'annonce, de ne pas s'engouffrer dans le fait que, oui, oui, vous êtes HPI tant que rien mmh, n'est posé et surtout prendre le temps d'expliquer, prendre le temps de voir, qu'est-ce que ça vous ferait de savoir si vous êtes HPI ou pas? Qu'est-ce que ça vous fait de le savoir? En quoi c'est important pour vous? Je pense qu'il y a tout ça à déplier avant d'aller vraiment dans le sujet et ce sont souvent des étapes qui sont oubliées et qui peuvent être, on va dire, bousculantes pour les tout personnes qu'on accompagne. Donc moi, je mets vraiment du soin dans cette étape-là avant de dire: «Oui, vous êtes HPI», ben, c'est le test qui va à un moment donné le dire. À un moment donné aussi, on peut dire: «Bon oui, tous les éléments sont là, on peut penser que», mais je vais les encourager à aller se renseigner, je vais leur proposer de lire des livres pour voir s'ils se reconnaissent, d'écouter des conférences et de prendre le temps vraiment de rentrer dans le sujet et de ne pas y aller comme ça, bille en tête, parce que même passer un test, moi je connais des gens qui sont arrivés, qui voulaient savoir, qui sont allés passer un test et puis qui n'en font rien, qui n'en ont rien fait. Et c'est dommage parce que c'est là que le travail commence en fait. Donc voilà, l'accueil, c'est ça que je voulais souligner et qu'on souligne ah, c d'ailleurs dans notre formation. Donc peut-être, OK. je Mais te c'est laisse. rigolo parce que tu vois, toi, tu le poses comme ça. Moi, dans l'accueil, je j'y voyais pas for alors j'y vois l'accueil de la personne dans ce qu'elle est en tant qu'HPI comme je le posais, tu vois? Oui. Mais là, ce dont tu parles, moi, ça fait plus partie de l'étape qui est, l'annonce, tu vois? L'annonce de spécificité.
et de comment justement on va l'aborder. Mais je te rejoins là-dessus, Voilà, sauf effectivement. s'ils arrivent avec le sujet, tu es obligé d'aborder Exactement. tout de suite. Voilà. Ouais, tout à C'est ça fait. la prudence et l'attention que je propose, à ce Mais en niveau-là. fait, c'est hyper important, du coup, Ouais, dans cette deuxième clé, tu vois, d'effectivement, de bien connaître le sujet HPI. Alors HPI avec, toutes les spécificités qui vont avec, hein, c'est-à-dire, ceux qui sont, hypersensibles, ceux qui ont des troubles associés, et cetera. Parce que, heu souvent, les personnes arrivent comme tu l'as posé, hein, les patients arrivent avec, des représentations, des stéréotypes, des choses qui sont véhiculées un petit peu partout, qui ne sont pas forcément vraies et il va falloir remettre du sens et remettre, aussi de la science là-dedans. mmh, OK? Et ça, c'est vraiment la deuxième clé que j'ai envie de poser. Alors, c'est peut-être mes rigidités d'universitaire et je les assume d'ex-universitaire, mais voilà, ce qui est super, c'est qu'il y a eu une énorme vulgarisation qui a été faite autour des HPI et franchement, enfin, il fallait et il faut et c'est vraiment important, mais on en oublie de resituer ses connaissances et mmh, ça, c'est vraiment la clé que, en tout cas, moi, j'ai besoin de faire passer à tous les professionnels de santé et de l'accompagnement. C'est qu'il ne faut pas oublier que la majorité des personnes qui ont écrit sur le sujet des HPI, des livres, d'accord, sont des cliniciens, des psychologues cliniciens qui ont extrait ce qu'ils ont eu en cabinet, mmh, d'accord, pour le généraliser dans des livres. Or, la majorité des HPI qui viennent en cabinet sont des HPI qui ont des troubles associés. Donc, que ce soit un trouble anxio-dépressif, que ce soit un trouble de l'attention, que ce soit, je ne sais pas, une hypersensibilité accrue, bref, une dyspraxie, une dysgraphie, enfin bref, plein de dys et plein de troubles associés. Or, quand on regarde les études scientifiques et qu'on regarde les études qui sont faites sur des panels HPI grand public, c'est-à-dire qui ne côtoient pas le cabinet, on se rend compte que non, en fait, ça, ils ne correspondent pas forcément à ce qui est posé dans les grilles d'accord, catégorielles qui sont posées dans les livres. Et il ne faut pas oublier que dans ces grilles catégorielles, on va retrouver des gens qui, finalement, ont l'impression de se retrouver, mais en fait, ils vont se retrouver parce que, imaginons, ils ont un trouble de l'attention, mais ils ne sont pas HPI, et ils vont se retrouver dans la grille de lecture du trouble de l'attention dans les livres, d'accord, qu'ils vont lire, ce qui est normal. Pareil pour les personnes, par exemple, qui, je ne sais pas moi, vont avoir une hypersensibilité. J'en vois beaucoup, hein, des personnes qui me disent: «Bah, en fait, voilà, je suis clairement hypersensible, je pense que je suis HPI» et quand on regarde la grille de lecture, forcément, bah, on va avoir, par exemple, tout ça d'hypersensible qui se retrouve dans la grille de catégorie de lecture. Or, en fait, il y a pas de fonctionnement HPI derrière mmh. et l'idée, c'est de revenir, d'avoir vraiment des connaissances qui montrent que oui, OK, il y a 20 de la population qui sont hypersensibles et tous les hypersensibles ne sont pas HPI et tous les HPI ne sont pas hypersensibles. Donc, c'est vraiment expliquer toutes ces nuances, ces connaissances avec des bases, pour quand je parle de scientifiques, c'est des bases à la fois, cognitives, neurologiques, des études qui sont là, des études qui ne sont pas là encore, parce que malheureusement, il y a aussi un trou béant avec plein de choses qu'on aimerait, mettre en avant, OK? Mais être dans la capacité de dire: «Voilà, ça, c'est issu de ma clinique». Par exemple, moi, c'est quelque chose que vous m'entendrez beaucoup dire. Voilà, ça, c'est quelque chose que j'ai observé de ma clinique, mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose que je dois généraliser à l'ensemble des HPI, OK? Et donc ça, c'est important, vraiment, il me semble, dans la posture des personnes qui sont, accompagnantes ou qui sont professionnels de santé, c'est d'étoffer les connaissances autour des HPI, autour des spécificités des HPI, comprendre aussi comment les troubles associés sur une personne HPI, ça ne fait pas pareil que sur une personne qui a un fonctionnement intellectuel plus normé. Donc tout ça, c'est vraiment des connaissances à acquérir, des connaissances à avoir parce que c'est ça qui va vous aider à déjà ne pas rentrer peut-être dans des délires projectifs du patient qui arrive et qui dit: «Non mais moi, j'ai eu trop ça je pense que je suis HPI» et que vous vous dites: «Ah ouais, c'est vrai que ça ressemble un peu à ma voisine qui est aussi HPI et je me dis que peut-être c'est possible», alors qu'en fait finalement elle ne l'est pas. Ça va vous aider aussi à surtout, c'est ça qui est important quand on acquiert ces connaissances, à savoir vers qui on doit aller pour, que cette personne elle puisse aller voir les bons professionnels pour faire les bons diagnostics, mais aussi des multi-prises en charge parce que, des fois, c'est important. Pardon, je pourrais en parler pendant des heures. Mais ça, voilà, ça, c'est une clé, qui me semble vraiment, vraiment importante et que malheureusement, j'entends encore que trop peu dans des discours ou encore des discours trop généralistes qui sont faits sur les HPI, et qui, à mon sens, continuent à alimenter la confusion
et qui font qu'on lit des choses, franchement, qui sont, enfin, moi, je trouve déroutantes ou terribles. On voit des gens qui disent: «Oh non, mais un bon HPI, c'est celui qui a 130 et qui est pas hétérogène». Enfin, ouf, bref, on lit des aberrations un peu partout. Voilà, et l'idée, c'est vraiment de remettre, de clarifier. La science, ça sert à ça. Donc ça, c'est vraiment la clé essentielle. Donc ça me paraît important. Et de comprendre que c'est une réalité neurophysiologique et d'en parler. Parce que ben, la plupart du temps, vous avez des gens qui arrivent et disent bah, je suis HPI, il paraît que je suis HPI, on dit que je peux être surdoué ou multipotentiel ou phylocognitif, enfin tous les termes que vous avez entendus qui sont utilisés pour désigner la même chose. Euh, mais ils ne savent pas d'où ça vient, pourquoi, comment, personne ne leur a expliqué. Moi, je suis souvent surprise chaque fois que quelqu'un arrive vers moi avec justement cette méconnaissance et qui ont tout à découvrir du sujet. Quand on leur parle de bah, pourquoi c'est comme ça, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, ben, ils tombent des nues, ils n'avaient pas compris, ils pensaient que c'était comme ça, un hasard. Et quand on leur explique que ben oui, ça vient de quelque chose de précis, l'amygdale, toutes les connexions, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans le débat maintenant. En plus, ce n'est pas ma spécialité, mais au moins savoir de quoi il s'agit, pourquoi on est comme ça. Est-ce que ça se transmet? Comment? Pourquoi? Tout ça, ce sont des bases indispensables et à transmettre. Et Bien sûr. ensuite, comme le disait Emmanuel, connaître toutes les spécificités, tout ce que ça a comme conséquence sur notre comportement, sur notre fonctionnement cognitif et psycho-affectif. Et juste avant de passer au point suivant, mais parce que c'est vraiment important, c'est important parce que là, je suis en train de repenser encore en cette semaine, j'ai enfin une maman qui est venue voilà, pour tester son enfant, etc. Et en fait, le test a montré que du coup, son enfant n'était pas HPI, alors qu'elle était persuadée. Et parce que son enfant a toutes les caractéristiques de l'enfant HPI, un petit peu insolent, un peu machin, un peu ceci. Et en fait, on se rend compte que non, c'est dû à la manière dont l'éducation et l'environnement est avec cet enfant. Et bien à la fin, cette femme a quand même sorti: «Bon, bah, c'est pas grave en fait, il a une personnalité HPI». Parce qu'elle a lu des articles en disant: «Ah oui, ben, en fait, il y a les HPI, il y a les personnalités HPI». Et à un moment donné, stop, en fait. Il y a aussi des principes de réalité. Et ça, c'est notre travail aussi, hein, en tant que en tant qu'accompagnant, en tant que thérapeute, c'est de travailler avec le principe de réalité. Et non, il n'y a pas de personnalité HPI. Enfin, là, à un moment donné, il faut arrêter. C'est pour ça que revenir sur le fonctionnement HPI, ce que c'est d'un point de vue, physiologique, c'est fondamental parce que en fait, c'est la racine, elle part de là. Voilà. Donc ça, Absolument. c'est la deuxième clé. Maintenant, j'arrête Mhm. de trop parler. On pourrait continuer. Juste pour illustrer aussi et poursuivre ce que tu dis, moi, il y a un point sur lequel je m'appuie et c'est pour ça que c'est en lien aussi avec l'accueil dont on parlait, hein, comment on arrive, cette maman qui pense que son fils est comme ça, dans quoi elle se projette, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe. C'est important de le poser et moi je dis toujours, ce qui est précieux dans ce cheminement, c'est de savoir où on se situe. C'est pas de savoir si on est en haut, si on est plus en bas, c'est de savoir où on se situe parce que c'est en sachant où on se situe sur la courbe qu'on va être à même de s'ajuster à la vie qui est la nôtre et à réaliser ce qu'on a à réaliser. Hein, je prenais souvent l'exemple, je le redonne tout le temps, je l'aime bien celui-là, c'est si vous avez un peuple africain qui a toujours marché pieds nus et à qui, du jour au lendemain, il faut mettre des chaussures, ben, ils ne vont pas savoir quelle est la pointure. Et le grand chef, il va dire, moi, je veux les plus grandes, bien sûr. Il va prendre la pointure 45 alors qu'il fait peut-être du 37. Et avec sa pointure 45, ben, il ne va pas faire grand-chose. Il ne va pas être efficace. Il ne va pas pouvoir courir plus vite que les autres. Au contraire, ce qu'il faut, c'est qu'il trouve sa pointure. Voilà. Donc, je prends souvent cet exemple pour dire que dans la préparation de est-ce que je passe des tests et comment et pourquoi, ben, c'est où est-ce que je me situe, où est-ce que je me situe sur la courbe et qu'est-ce que je viens chercher là. Voilà. Et on peut peut-être passer à la troisième clé. Alors, la troisième clé, c'est, je ne sais pas comment on l'avait formulé, mais c'est, oui, savoir s'ajuster. Savoir s'ajuster en tenant compte de leur singularité et de la nôtre dans la relation thérapeutique. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que la difficulté qu'on peut rencontrer avec ce public-là, c'est qu'on est très vite emporté par ben, leur façon de réagir, par leurs émotions, par ben, tout ce qu'on peut accueillir avec toutes les personnes, d'ailleurs pas que, mais particulièrement chez eux. Et on peut aussi être aux prises avec notre propre hypersensibilité ou notre propre haut
potentiel qui fait que, bah, il y a des connexions et qu'on soit ou qu'on soit pas, soi-même concerné, il y a forcément des réactions, des confrontations et des choses qui peuvent être difficiles émotionnellement et ça fait partie de l'apprentissage que j'ai eu à faire moi, en tout cas, parce que le fait de savoir que, ben, moi j'étais concernée et que, j'accompagnais des personnes qui l'étaient, bah, il y a eu certains échanges dont je me souviens, avec différentes personnes où waouh, j'étais complètement retournée, mais où il fallait que j'aille puiser dans ma connaissance du sujet pour comprendre ce qui se passait pour moi, ce qui se passait pour l'autre et tisser avec ça. Alors bien sûr, vous allez me dire: «C'est le travail de tout accompagnant», oui, mais particulièrement avec ce genre de profil où c'est encore plus intense Ouais. et ça me paraît important aussi, apprendre à s'ajuster avec cette confrontation de 2 mondes, mais qu'on soit ou qu'on soit pas, HPI. Il y a quand on est HPI soi-même, on va forcément réagir et il faut essayer de trouver les connexions, par rapport à ça et quand on ne l'est pas, bah, savoir aussi combien ça peut venir nous toucher. Parce qu'ils sont très forts pour ça aussi. Oui, c'est ce que tu dis en fait, je crois que l'ajustement, il se passe par alors quelque chose qui est difficilement mesurable, d'un point de vue scientifique, mais clairement, c'est ce qui se pose, c'est que c'est des patients qui sont intenses, et c'est des patients qui aussi nous sortent peut-être de notre, hem, cyclicité, habituelle. Je m'explique. Hem, Par exemple, j'accompagne des patients en burn-out ou même, hein, mes adolescents et je sais que pendant des années, en supervision, les psychologues qui m'entouraient, qui n'avaient pas de patients HPI me disaient: «Mais Emmanuel, ce n'est pas normal que tu ailles si vite. En fait, tu dois brûler des étapes. C'est pas possible qu'en 6 mois, la personne en burn-out, elle en soit déjà là. Il y a quelque chose en fait, tu as dû louper». Et c'est ce que tu poses, c'est qu'en fait, si on se laisse aller aussi en tant que thérapeute à s'ajuster à la singularité de ce genre de patient, on va devoir accepter et accueillir de sortir d'une sorte d'un cadre temporel, habituel que l'on a vraiment appris, mais que l'on a aussi avec, les patients qui sont plus, typiques dans leur fonctionnement. Et ça, c'est pas forcément facile. C'est-à-dire que même soi-même, en tant que thérapeute, on est pris dans une intensité, qui peut nous conduire aussi au burn-out, d'accord? Parce qu'ils sont, enfin, parce que c'est des patients qui demandent beaucoup, hem, beaucoup de qualité de présence au moment de la prise en charge, OK? Ça ne veut pas dire que j'ai pas la même qualité de présence avec, des personnes qui ont un fonctionnement plus typique, pas du tout. Mais c'est que dans leur manière de venir aller chercher l'individu, enfin le thérapeute, ils viennent le chercher sur le plan cognitif, sur le plan sensible et sur le plan perceptif. Et du coup, ouais, c'est intense, d'accord? Et je crois que ça, c'est vraiment ce calibrage-là dont tu es en train de parler. Ça. Ils perçoivent très, très bien des choses très, très fines et donc dans la relation thérapeutique, ça se retrouve aussi. Ils vont nous tester, et ils vont être très exigeants et ils vont chercher le lien, bien sûr. Enfin, tout ça, ça se voit dans tout type de thérapie avec tout type de personnes, dans tout type d'accompagnement, mais j'insiste, c'est plus intense encore avec eux. Il y a vraiment des subtilités, des petites choses à pas louper. Parce que si on les loupe, on le sait à un moment ou à un autre. Donc c'est tout ça qu'il faut regarder dans la relation et bon, il y a des outils pour ça, il y a des attentions particulières à poser. Mais qui sont nécessaires parce que, quand ça se passe bien, c'est cool, mais quand il y a, le retour du bâton, ce qui nous arrive tous, hein, en tant que thérapeute, c'est-à-dire à un moment donné où on confronte l'individu face à son espace de réalité, et cetera et que l'autre n a du mal à l'entendre et que, le patient, a besoin d'exorciser un petit peu tout ce qui se passe en lui. Alors les psychanalystes freudiens, parleraient de contre-transfert, d'autres C'est ça. peu importe, OK? Enfin, de là où on vient dans notre obédience, théorique et qui nous est propre. Mais voilà, chez les HPI, c'est plus intense que les autres patients. Donc il faut aussi apprendre à le recevoir, à le vivre, autrement, quoi. Donc voilà, ça c'est une clé qui est hyper importante, c'est cet ajustement et sentir aussi, si on est prêt à en accueillir beaucoup, pas beaucoup d'HPI, ça c'est important en tant que thérapeute, c'est ce qui va vous aider à vous entourer aussi d'autres thérapeutes qui pourront prendre en charge. Parce que peut-être que, dans votre patientèle, d'avoir un ou 2 HPI, c'est cool, c'est sympa, mais plus de 2, c'est trop intense. Donc, du coup, quand ils arrivent, vous les envoyez vers, une collègue ou un collègue, qui sera capable aussi
d'endiguer un petit peu, tout ça. C'est connaître vos limites. Ça, c'est vraiment important. Voilà. Leur poser des limites et connaître les vôtres et ça Ouais. ça rentre dans ce que je posais là, de vraiment confronter, votre posture à vous et la leur, en sachant que vous êtes concernés ou pas, mais en tout cas, il y a vraiment des choses qui se confrontent là et qu'il faut prendre avec, vraiment beaucoup, beaucoup de, précision. Mmh. Et ce qui nous amène en fait à cette quatrième clé qui, Oui, me paraît vraiment fondamentale, c'est qu'en connaissant ses limites, que bien sûr en tant que thérapeute et accompagnant, on apprend tous, OK? Sauf que si vous nous avez suivis, les patients HPI, eux, ils viennent tester les limites, plus que plus. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des enfants HPI dans votre entourage. Je crois que c'est les pros de la négociation et bah, les patients HPI, c'est un peu pareil, en version plus adulte, pour certains. Mais bref, en tant que thérapeute, en tout cas, ça, c'est vraiment mon expérience et ça, c'est un peu malheureusement pas assez dit. Ce qui me semble incontournable, c'est de travailler avec un réseau en pluridisciplinaire autour des HPI. C'est-à-dire que même si ça ne fait pas votre spécialité, pas de souci, mais d'être en lien avec des thérapeutes qui vont pouvoir, vous épauler et surtout que vous alliez décharger. Parce qu'en fait, les patients HPI sont aussi des patients qui souvent alors non, je ne vais pas généraliser, mais il arrive qu'il y ait des patients HPI qui soient beaucoup dans l'affect et dans l'accroche et le fait qu'ils aient trouvé en vous le thérapeute où ils se sentent bien après avoir, eu des errances de travail thérapeutique, ça ils vont générer une forme de dépendance et cette dépendance, c'est important en tant que thérapeute, vous le savez tous et accompagnant, d'apprendre que c'est pas gérable et qu'il va falloir aller vers l'interdépendance. Cette interdépendance, en la travaillant vous avec, un réseau pluridisciplinaire, vous allez pouvoir accompagner votre patient aussi à guérir, à grandir dans cette mise en lien et dans cette mise en confiance d'autres thérapeutes. Enfin, moi, je sais que je fonctionne beaucoup comme ça. Et je donne un exemple et puis après je te donnerai la parole, avec plaisir Magali. Mais, là je vais prendre, l'exemple par exemple d'un patient que j'ai, eu, très haut potentiel intellectuel diagnostiqué Asperger et et du coup, c'est un patient, avec qui, bien sûr, j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler, mais c'est un patient qui était beaucoup, dans la dépendance parce que, avec moi, il pouvait, avoir le cadre, il savait comment je prenais les Asperger de manière assez spécifique et il se sentait à l'aise et tout le travail a consisté à l'amener vers des professionnels qui étaient vraiment compétents. C'est-à-dire que moi, je suis compétente pour le HPI, THPI, je connais bien sûr les fonctionnements Asperger, mais j'en suis pas spécialiste et il avait vraiment besoin d'avoir, un professionnel ou une professionnelle qui puisse accompagner, dans des compétences sociales, dans des compétences, de mise en lien, ce qui n'est pas ma spécialité. Donc, il a fallu que je prenne vraiment des séances, en fait, pour l'accompagner à ce qu'il aille vers parce que c'était pas facile. Et ça, je l'ai fait pour chacun de mes patients, enfin pas de mes patients, mais des patients que j'ai eus qui étaient Asperger, par exemple. Donc, voilà, c'est apprendre à s'entourer en pluridisciplinaire. Normalement, on doit tous le faire, on le sait bien, mais là, plus encore et vraiment dans la spécialisation HPI. et ça fait partie aussi de ce qui nous donne envie de développer cette formation auprès des professionnels, pour, élargir les réseaux parce qu'on se trouve souvent confronté à, ne pas savoir vers qui adresser telle ou telle personne. Alors petit à petit, on s'est quand même fait un petit réseau, hein, avec différents praticiens, mais c'est pas facile. Moi, j'ai un exemple, une personne donc que j'ai accompagnée, quelques années et qui avait vraiment besoin de travailler son rapport au corps. Et dans tout ce qu'elle a pu essayer, tout ce que j'ai pu lui conseiller de faire, elle en est venue à utiliser la sophrologie, mais elle avait trouvé quelqu'un qui, n'était pas spécialiste du sujet, qui ne connaissait pas du tout le haut potentiel et qui ne comprenait pas justement pourquoi, ben, elle, une idée l'amenait ailleurs, ailleurs, ailleurs. Vous savez, dans la sophrologie, on peut, avoir plein, plein d'idées qui fusent et dans toutes les visualisations qu'elle faisait, c'était très riche et elle avait besoin d'en parler après et il y avait des choses à explorer. Puis en fait, la personne ne comprenait pas que ce soit aussi intense et la freinait un petit peu et ça passait pas très bien. Donc c'est important de trouver,
des personnes qui soient spécialistes et qui comprennent et qui peuvent accompagner jusqu'au bout, donc peut-être même pour, que ce soit pour de la sophrologie ou pour autre chose. Et je crois qu'on a tous intérêt à savoir trouver des pistes et donc parler du sujet. Je me souviens, moi, d'une ostéopathe aussi qui m'avait dit que c'était important pour elle de connaître un peu mieux parce que elle avait une personne qui était venue la voir et qui ne voulait pas se détacher les cheveux. Et en fait, c'était une personne THPI pour qui bah, il y avait quelque chose comme ça qui s'était développé en elle. Elle ne pouvait pas se supporter les cheveux détachés. Elle avait des cheveux particulièrement volumineux, elle ne se supportait pas les cheveux détachés. Et quand vous arrivez chez l'ostéopathe, qu'est-ce qu'il faut? Ben, pour s'installer, il faut détacher les cheveux, il faut s'installer confortablement. C'est une des premières choses que vous dit l'ostéopathe. Bon, bah, cette personne-là a pu comprendre, mais il lui a fallu un peu de temps. Mais ensuite, c'est ça qui d'ailleurs l'a mise sur la piste et s'est dit, mais il faut peut-être que je m'intéresse à ce type de profil et que je comprenne pourquoi il y a certaines barrières comme ça. Et donc, cette personne-là, si elle voulait s'occuper d'elle, il fallait surtout pas lui dire d'enlever sa barrette, par exemple. Donc, c'est peut-être des détails, mais tellement importants. Moi-même, j'ai vécu une fois, il y a des années de ça, je ne savais pas encore ce que je sais aujourd'hui du HPI. J'ai vécu un entretien avec un médecin, j'avais un problème ORL, et ce problème ORL, personne n'arrivait à identifier d'où il venait, pourquoi, comment, mais je souffrais, je souffrais, je souffrais, et au bout d'un moment, sa réponse a été, mais attendez, moi, si vous continuez comme ça, je ne vais pas pouvoir vous soigner. Waouh! Douche froide. Et en fait, après coup, je me suis rappelée de cet épisode-là qui avait été vraiment terrible pour moi et j'ai trouvé quelqu'un d'autre qui m'a aidée. Mais pour elle, c'était pas possible. Elle n'avait jamais vu quelqu'un dont l'intensité de la douleur était si haute par rapport à ce que j'avais, par rapport aux symptômes, par rapport à ce qui se passait. Comme elle se sentait dans l'impuissance, ben, elle pensait que j'étais douillette, que j'étais chochotte et que c'était moi qui en rajoutais. Et j'en rajoutais pas. C'est juste que sur l'échelle de la sensibilité, la mienne était hyper. Et ça, ben, tous les médecins ne pouvaient pas le comprendre. Donc, vous voyez, des choses comme ça, je pense que ça se vit tous les jours et j'entends beaucoup de retours comme ça des clients que j'accompagne qui ont des expériences malheureuses comme ça où ils ne sont pas entendus, ils ne sont pas compris parce que leur douleur n'est pas comme les autres ou leurs symptômes ne sont pas comme les autres. Et oui, et donc il faut entraîner notre regard à cette différence et accepter que c'est pas forcément comme les autres. Mmh. Ah, super. Regardez, il y avait quelqu'un qui est rentré dans la salle. Voilà. Donc je pense que tout ça est effectivement à souligner et qu'il faut s'entourer de plus de personnes, et qui connaissent le sujet et proposer à plus de personnes encore à connaître ce sujet parce que, ben, on fait pas exactement, la même chose. Donc, on a développé que 4 clés, et ça fait déjà presque 1 heure parce que vous avez vu qu'on est un peu des blablateuses. Donc du coup, surtout, enfin, je pense que là, on va pas aller plus loin parce que peut-être, enfin, j'imagine que vous aimeriez aussi qu'on Peut-être puisse avoir des répondre à questions? vos questions et réponses. Donc, c'est aussi important qu'on ait un temps de parole tous ensemble. Alors je ne sais pas si tu vois les questions dans la discussion, Alors, Emmanuel? Hem après peut-être que, enfin, si ça vous Peut-être vous pouvez convient, aussi, oui, on qu'on peut vous donner la parole en direct, hein, si vous le ouais, ce souhaitez. serait peut-être mieux vu qu'on est en petit comité. Oui, si vous voulez parler, eh bien, faites-vous connaître ou levez la main. Je ne sais plus trop comment ça marche, mais je vais trouver. Si vous avez une question à poser, que vous voulez parler, Alors, j'ai vu Sandra que alors je suis désolée de te tutoyer alors que les autres, je vous vois, mais bon, c'est parce que Sandra, je la connais un petit peu. J'ai vu que tu posais des à questions sur, Caroline. 3 bouquins, c'est Ouais, ça, les qui auraient à bouquins de conseiller sur référence vraiment Après, j'ai actualisés Caroline. niveau physio. pardon, j'ai pas entendu. Des bouquins de référence qui soient vraiment actualisés niveau physiologie, notamment en particularité, parce que j'ai lu beaucoup, beaucoup de choses, mais j'en ai pas vraiment qui se détachent. De bouquins, c'est ça? De livres, ouais. En neurophysiologie, tu dis? En Ouais. neurophysio, Ouais, mais ouais. spécifique HPI ou neurophysio Spécifique générale? HPI, hein, HPI, ouais. Ah ouais, non, enfin, alors, je t'avoue que j'ai pas replongé, dans la littérature ces 5 derniers mois, OK? Donc, parce Ouais. que je me suis un peu focalisée dans ma nouvelle, truc, qui est l'écopsycho. Donc, du coup, j'ai mis un peu les HPI de côté. Mais peut-être que ces 5 derniers mois, il y a des trucs qui sont sortis, Oui,
Il y a des trucs qui sont sortis? Alors oui, enfin, ouais, il n'est pas récent, le dernier que j'ai, mais j'avais des articles et un recueil, je ne sais pas si je ne l'ai pas là, je regarderai, je vous dirai, avec Olivier Revol, avec le professeur Habib. Oui. Euh, Lors d'un congrès, ils avaient croisé leurs regards justement et il y avait des choses intéressantes sur les dernières études faites avec l'imagerie Ouais. médicale, avec C'était il y a 2 ou 1 an ça, je crois. 2-3 ans peut-être même. Ouais, c'est Je ça. regarde si je l'ai, je vous le donne. OK. Du coup, ce que je ferai, Sandra, c'est que je regarderai dans tu vois, dans mes fichiers. Je vois pas de livre. Par contre, là, pendant que tu me parles, ça je sais que ça active, des articles, par contre, Oui. tu vois? Donc, je regarderai et quand, je te les enverrai. Super, merci. C'est vrai qu'il y a plutôt des articles dans ce domaine-là, hein, parce qu'on ne Mm. trouve pas beaucoup d'ouvrages. Donc, si vous voulez, celui-là, c'est L'enfant à haut potentiel intellectuel, regard croisé. C'est chez Sorams Médical. Mmh. Sorams Médical, voilà, ça ressemble à ça. Et il y a plusieurs témoignages dedans. Il y a Olivier Revol, le professeur Habib. Il y a aussi, c'était au moment où Fanny Nussbaum a sorti le livre sur les phylocognitifs. Donc, il y a Jeanne Fiofachan aussi, je crois, qui parle aussi, qui fait un article. Enfin, c'est intéressant parce qu'il y avait les dernières recherches, les dernières études. Donc, moi, celui-là, je l'aime bien, c'est assez complet. Et depuis, bah, il faut continuer à chercher les dernières Bien. études. Mais Et il faut aller sur le site, de la Timone oui, à Marseille et aussi, dans tout le staff de Revol à Lyon. Parce que je sais qu'à la Timone, alors c'est pareil, je suis dégoûtée, enfin, j'y suis pas retournée, je te dis depuis 5 mois, mais je sais qu'ils avaient lancé une étude il y a 1 an et demi en neuro sur, des gamins, donc un panel de gamins à partir de 8 ans, ils faisaient, adolescence, pour pouvoir, travailler, tout ce qui était, d'un côté, il y avait un objet d'étude autour des neurones miroirs et de l'autre, qui était, de regarder, l'hyperstimulation chez les enfants HPI. Enfin, Ok. tu vois? Ouais. Donc c'était intéressant, mais c'était en cours d'étude et j'ai pas vu passer les résultats et pareil avec Revol, où son équipe, ils avaient aussi une super étude et j'ai pas vu les résultats arriver non plus, quoi. ouais, moi non plus, mais ça, il en a parlé il n'y a pas longtemps dans D'accord? Ah une ouais, conf et je pense que c'est pas, j'ai pas l'impression que ce soit déjà sorti. On OK. demandera, on se renseignera. Caroline voulait prendre la parole. Caroline Laluard. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, moi, je suis étudiante en psycho, Ouais. en parallèle de mes études, parce que je suis pas toute jeune et qu'il faut bien vivre, remplir le frigo, etc. Je travaille en tant que prof particulier auprès de collégiens et jeunes lycéens notamment. Et donc, j'ai été amenée à encadrer plusieurs élèves qui présentaient des neuroatypies. Et je me pose moi-même la question me concernant. Euh, et j'entendais tout à l'heure que vous disiez que vous avez à plusieurs reprises eu des patients qui se présentent en étant persuadés d'être HPI ou qui se posent la question ou qui, enfin, bref, qui sont un peu perdus, etc. Et j'ai par ailleurs entendu à plusieurs reprises que le chiffre du QI, finalement, c'est pas tellement important. Ce qui compte, c'est les symptômes, patati patata. Déjà, le terme de symptômes, ça me Pas dérange. symptôme. Voilà. Et donc, ma question, c'est est-ce que vous recommandez de faire le test quand on se trouve face à une situation où on se pose la question du potentiellement est-ce qu'on est HPI ou pas? Là, je parle pour moi, mais je parle aussi notamment pour mes élèves qui parfois on n'arrive pas trop à comprendre ce qui se passe et potentiellement pour certains élèves, je me pose parfois la question. Donc voilà, est-ce que vous recommandez de faire le test ou est-ce que c'est délicat parce que parfois ça peut amener des déceptions, des déconvenues et que du coup, parce qu'il y a aussi ça, c'est-à-dire que quand on soupçonne que potentiellement soi ou quelqu'un de son entourage est HPI, qu'on fait le test et qu'il s'avère que les chiffres, en tout cas si on prend les chiffres comme critère, disent que non, derrière il y a un espèce d'effet de déception et je croyais que c'était ça l'explication à tous mes problèmes, finalement c'est pas ça, et en fait ça veut dire que je suis nulle, et tout ce que, voilà, ce qu'on peut imaginer derrière d'émotions et d'estime de soi négative qui peut découler d'un résultat qui ne serait pas celui qu'on attendait. Donc voilà, je me dis que ça peut aussi être
risqué, entre guillemets, je sais pas comment le dire autrement, de faire le test quand on sait pas et qu'on n'est pas persuadé du résultat. Tu réponds, je réponds, Emmanuel. Moi, je veux bien répondre. En fait, de toute manière, dans tous les cas, c'est risqué de passer un test. Donc, déjà, de base, on va le resituer comme ça. Et en fait, la première chose qu'il y a à resituer, c'est que, encore une fois, HPI, c'est pas la fête, quoi. C'est une neuroatypie, c'est que 2 de la population et du coup, va avec alors, on le met pas très en avant parce que l'ego des HPI aime pas trop ça, mais il y a quand même des handicaps, OK, qui sont là, qui en résultent. Donc c'est pas si, enfin, c'est pas si glorieux que ça. Et donc du coup, forcément, on va aller travailler quand on accueille la personne qui vient pour le test, les représentations qu'elle s'est faites et surtout tout ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire, qu'est-ce que, de mes bizarreries, de mon fonctionnement, de mes atypies, en fait, je mets derrière le fonctionnement HPI? Peut-être que ça l'est, peut-être que ça l'est pas. C'est aussi resituer le test. C'est pas un test HPI, c'est un test d'efficience intellectuelle, un test d'efficience générale qui est là pour l'ensemble de la population et qui est pour voir comment ça fonctionne cognitivement d'un point de vue général. Et le plus pertinent dans ce test, c'est pas de savoir si on est HPI ou pas, c'est de regarder si on a un fonctionnement qui est homogène ou hétérogène. Et elle est là aussi la pertinence de ce test. C'est que, OK, peut-être qu'on vient avec un fonctionnement HPI et on va repartir avec HPI et des spécialités du chef en plus, parce que vous allez avoir un fonctionnement dit hétérogène. Et que moi, ça m'arrive souvent, des gens qui arrivent en disant: «Oh, dis donc, je crois que je suis HPI». En fait, on sort en se disant: «Mais en fait, je crois qu'il y a une grosse hypothèse d'un trouble de l'attention. Allez faire des tests complémentaires chez un neuropsychologue». Et en fait, c'est plus cette donnée-là qui va révolutionner leur vie que le fait de se rendre compte qu'ils sont HPI. De même, moi, je me souviens de plein de fois de patients où on se rend compte que, ouh là là, il y a une forte hypothèse d'un fonctionnement Asperger. On leur conseille d'aller au CRA, le Centre de ressources pour autisme, pour approfondir. Et on va dire que c'est plus ça qui va révolutionner leur vie que le fait de se rendre compte qu'ils sont HPI avec un quotient hétérogène, d'accord? Donc, encore une fois, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est normal en fait quand on lit les livres, quand on regarde les confs, c'est normal, on a valorisé, hein, le fonctionnement HPI parce que, ben, il faut bien quand même positiver d'être, différent, je pense, pour les HPI. C'est normal, mais c'est pas non plus la fête. Après, pour répondre à votre question par rapport à vos étudiants, est-ce que c'est important de diagnostiquer ou pas les enfants? Et ben, là encore, enfin, moi, je sais que déjà, moi, je leur enlève une pression de dingue, en leur disant qu'en fait, on s'en fout de savoir si on est HPI ou pas. L'essentiel, c'est de savoir comment je fonctionne et avec ces clés, comment je vais pouvoir mieux fonctionner dans la vie. Parce que, bah, parfois, de se rendre compte que alors je réponds en même temps à une question qui a été posée, je ne sais plus par qui je la reprends, mais est-ce que, le test WISC-4, donc qui est devenu le WISC-5, est utile pour aider, les enfants 10 avec un marqueur HP. Est-ce que c Alors je ne sais pas ce qu'elle veut dire cette question vraiment, mais grosso modo, le test du WISC-5 pour les enfants ou de la VICE chez les adultes, en fait, va pouvoir permettre de savoir où on se situe sur cette courbe gaussienne, de pouvoir dire: «Ah oui, dis donc, il y a un fonctionnement HPI» ou «Non, il y a un fonctionnement normé» ou «Dis donc, il y a un handicap», avec ce qu'on appelle des troubles associés. Et le psychologue qui va passer le test et voir ce qu'on appelle une hétérogénéité dans les résultats, se doit de poser des hypothèses de travail sur cette hétérogénéité. Malheureusement, c'est très peu fait. Et c'est ces hypothèses-là qui vont permettre aux gens d'aller investir et de dire: «Ah oui, il y a peut-être une dyslexie, du coup, je vais aller voir un orthophoniste» et passer des tests complémentaires. Donc ce test-là, il est important, mais c'est pas lui qui dit: «Ah dis donc, vous avez un autisme, enfin vous avez un fonctionnement Asperger, ah vous avez un TDA». Par contre, on pose l'hypothèse de. C'est-à-dire qu'avec ce test, on se rend compte, avec des hétérogénéités particulières et tout ça, que oui, donc ça ressemble bien à ça et ça ressemble bien à ça. Donc je réponds à votre question de manière peut-être un peu abrupte, mais c'est ma manière d'être et ma manière de faire. C'est-à-dire que, voilà, le fonctionnement HPI, c'est on le colore de plein de choses et c'est entendable, mais il y a aucune déception. C'est-à-dire que moi, de tous les gens qui sont venus, qui m'ont dit: «Ah, je pense que je suis HPI», qui sont ressortis en me disant: «Non, je suis pas HPI», ils étaient tous très heureux parce qu'ils ont compris mieux comment ils fonctionnaient. Hem, donc il y a pas de déception, en fait, à avoir et ça veut pas dire on est moins intelligent si on n'est pas HPI, pas du tout. Ça veut juste dire on fonctionne pas on fonctionne différemment des HPI et on fonctionne très bien et tout va bien aussi dans sa vie, en fait. Voilà.
Et je vais compléter pour répondre à la question. Justement, il y a des points où on diverge parfois un peu avec Emmanuel, où on se complète. Quand elle dit être HPI, c'est pas la fête. Moi, c'est vrai que j'ai dit être HPI, c'est la fête. Moi non. Parce que je comprends que c'est pas la fête quand il y a des troubles associés qui posent des difficultés et dont on va s'occuper, bien sûr. Mais là, par rapport à la question telle que vous la posez, Caroline, je me dis, bon, ces personnes-là, elles savent pas si ça va, si ça va pas, pourquoi, comment. Elles ont juste envie, dans le cadre de leur contexte, de savoir si elles sont concernées ou pas. Et je me dis, ben, c'est là que, justement, ce qui est important, c'est de prendre le temps de déplier, de savoir de quoi il s'agit avant de partir bille en tête et se dire je passe un test pour savoir. Ce qui est important, c'est savoir ce que c'est, ce que ça représente et pourquoi on fait ça et pourquoi on a besoin de le savoir et pourquoi on veut aller plus loin avant de dire je vais passer un test. C'est quel sens ça fait pour moi de passer ce test aujourd'hui, là dans ma vie, là où j'en suis. Est-ce que c'est important ou pas? Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Et ça, c'est vraiment le travail des accompagnants qui vont vraiment aider la personne avant d'aller passer des tests. C'est apprivoiser ce sujet-là, savoir de quoi on parle, qu'est-ce que ça changerait et effectivement, qu'est-ce que ça peut faire, qu'on soit en haut, qu'on soit en bas, qu'on soit à tel niveau. Mais ce qui compte, c'est se connaître soi. Et vraiment, le message, il est là. C'est se connaître soi pour être mieux adapté, pour s'épanouir, pour être plus en lien avec les autres. Donc, quand il y a des difficultés, et comme le soulignait Emmanuel, bien sûr, on va mettre en place un protocole, on va aller jusqu'où il faut et recommander les professionnels qui peuvent suivre les différents troubles. Mais en fait, ce qui est important, c'est de savoir si soit on a envie d'en savoir plus et pourquoi. Et puis, et voilà, se poser cette question-là et pas se dire systématiquement, oh là là, pourvu que je le sois, pourvu que je ne le sois pas. Mais c'est se dire de quoi ça parle et qu'est-ce que ça fait, quel sens ça fait pour moi dans ma vie, là où j'en suis aujourd'hui. Voilà, je crois que ça, c'est capital. Est-ce qu'on a répondu à la question, Caroline? Oui, en partie, oui, merci. En partie. Oui, si, oui, oui, oui. Non, mais on a le droit en partie. En grande partie. C'est pour ça Merci en tout cas. qu'on a mis dans notre formation beaucoup d'éléments parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont à aborder pour comprendre de quoi il s'agit. Peut-être on va prendre une autre question. J'ai vu des mains se lever. Qui veut parler? Aline. Aline. Oui, bonsoir. Merci Emmanuel, merci Magali pour ces partages, c'est très riche. Je suis une ancienne professionnelle de santé, je suis docteur en pharmacie et je travaille plus en pharmacie du tout. Aujourd'hui, je suis formatrice en phytothérapie et j'accompagne, je fais du conseil également particulier avec les plantes médicinales et un large panel, je propose enfin, voilà, de médecine alternative autour des plantes médicinales. Et je voulais savoir quelles étaient les particularités, même si, voilà, j'ai bien noté, et c'est quelque chose que je mets déjà en pratique, la délicatesse de l'accueil, prendre le temps, etc., tout ce que vous avez évoqué, mais des particularités des HPI dans leur rapport au corps. Donc moi, je ne suis pas dans le domaine de la psychologie, bien que la part d'émotionnel rentre en jeu toujours dans mon approche, mais je suis dans l'organique et le fonctionnel. Et leur rapport au corps, leur rapport à la pathologie, le traitement, l'observance, il y a déjà des choses que j'observe. Je ne sais pas qui de l'œuf ou la poule. J'ai l'impression que dans ma clientèle, il y a quand même une proportionnalité plus importante que dans la population générale de personnes neuroatypiques, je dirais, sans avoir rien comptabilisé. C'est totalement subjectif, mais voilà. Et donc, voilà ma question. Merci. Je te laisse répondre, Magali. Je reprendrai après, ou je peux répondre. Mais... Si tu veux, j'étais en train de me dire, justement, je cherchais le document de la formation où on détaillait ce qu'on allait travailler. Justement, pendant que tu le cherches, je réponds du coup. Ça marche. Ok, donc merci Aline pour cette question, parce que justement, c'est un gros pavé que, en tout cas, on a développé dans la formation parce qu'on n'en parle pas assez. Est-ce qu'il y a des spécificités des HPI? Alors, oui, clairement. Mais encore une fois,
Et ça, c'est pour ça qu'au préalable, c'est important d'acquérir ces connaissances sur, les HPI et les troubles associés. C'est que, il ne va pas y avoir la même, expression, et les mêmes besoins au niveau corporel si on prend un HPI, qui, a, par exemple, une dyspraxie, visuo-spatiale depuis son enfance, OK, qu'un HPI qui n'en a pas, qu'un HPI qui a, un fonctionnement Asperger associé. Mmh. D'accord? Clairement, le rapport au corps ne va pas être le même. Mais on va dire comme ça, pour répondre plus ou moins à la question, que de manière assez générale, ce que j'ai pu remarquer, d'accord? Encore une fois, c'est s'il n'y a pas de données, ça n'a pas été tu vois, ça a pas été enfin, il n'y a pas d'études scientifiques qui le montrent. Mais en tout cas, ce que j'observe de ma patientèle et ce que j'observe de la patientèle de pas mal de mes confrères et mes consoeurs quand on se confronte, c'est que beaucoup de HPI, ont un mécanisme, dissociatif qui se met en place très tôt, en fait, dans leur développement. C'est-à-dire que vraiment, ils vivent, là-haut, dans le monde des idées et ils se déconnectent, en fait, de leur corps et ils sont, je crois, l'incarnation même de ce que Descartes pose: «Je pense, donc je suis» et ils oublient qu'il y a autre chose en dessous. Et donc, forcément, se développer de cette manière, OK, avec à la fois cette croyance et cette manière de vivre, en fait, à l'intérieur d'eux, de manière déconnectée avec, à la fois, le monde émotionnel, le monde du ressenti, et le monde physiologique, implique inexorablement, un rapport différent et qui fait qu'en tant que professionnel de santé, et de l'accompagnement, si on ne prend pas en compte ces spécificités, on va droit dans le mur. Je le vois, hein, par exemple, je fais la méditation pleine conscience et du coup, à faire la méditation pleine conscience à des HPI, je ne peux pas faire de la même manière qu'avec les autres. Parce que sinon, ma cohorte, au bout des 2 séances, elle est de moitié, tout le monde est parti et a fui, en fait. Donc il va falloir, par exemple, pour eux, vraiment expliquer, enfin, il y a plein de stratégies à adopter, d'accord? Mais encore une fois, pareil, les stratégies qu'on va donner de manière générale pour des HPI, on ne peut pas l'appliquer pour des HPI qui ont un fonctionnement Asperger. OK? Et moi, je vois, les personnes qui sont HPI et qui ont un fonctionnement Asperger, ils font tout pour aller vers des thérapies hyper cérébrées, alors qu'en fait, ce qui leur convient, c'est des thérapies qui sont hyper méga corporelles. Sauf qu'avant d'arriver à les toucher, il va falloir se lever tôt. Il va falloir surtout qu'ils soient hyper Patience. en confiance, en fait. OK? Mais donc tout ça, c'est vraiment, voilà, un contexte. Mais ce que vous soulevez, Aline, c'est fondamental. J'ai envie de dire, c'est une des pierres angulaires, d'accord, du travail avec les HPI et les THPI. Mmh. Mmh. On peut peut-être regarder le programme si vous voulez, si ça vous Mmh. intéresse. Alors, je vais essayer de partager l'écran. Je vais vous montrer donc le programme qu'on propose avec Emmanuel, le programme de formation qu'on a monté. La prochaine session est en novembre. Alors, attendez que je trouve. Voilà, nous y sommes. OK. Vous voyez? Yep. Oui? Ouais. Alors, donc, on pourra vous donner le lien pour y accéder, hein, il y a tous les détails. Donc, les objectifs pédagogiques, vous pourrez regarder, bien sûr, c'est apprendre à connaître davantage ce sujet et à accompagner les HPI. Bon, je vous laisserai le regarder si vous voulez le détail. La formation, eh bien, c'est d'abord 2 capsules vidéo, l'une sur les spécificités du profil et l'autre sur les troubles associés. Ensuite, il y aura donc des sessions en direct qu'on va vous présenter. Et toutes ces sessions en direct seront animées par Emmanuel et moi-même en même temps. Donc, il y a toujours 2 formatrices. Et puis ensuite, il y aura des webinaires pédagogiques de suivi où on pourra vous suivre dans la mise en pratique et l'intégration de tout ce qu'on aura abordé. Et pour échanger entre vous, l'accès à un groupe Facebook. Voilà comment nous l'avons. Avec cette mise, en possibilité dans le webinaire, parce que c'est ça qui est intéressant aussi dans la formation qu'on aimerait mettre en dynamique. Alors on était en petit comité déjà, les 2 dernières formations, mais c'est aussi de permettre dans chaque corps de métier, de pouvoir poser des expérimentations parce que justement il y a peu d'études, il y a peu de choses qui sont faites. Donc par exemple Aline, bah, vous avez des questions, vous dites: «Tiens» et cetera. C'est aussi, échanger ensemble, pouvoir mieux comprendre et puis, pourquoi pas monter des petites études aussi qui peuvent être intéressantes. Et partager vraiment nos compétences aussi. Ouais, exactement.
Alors, le détail des sessions, le voici. Bon, vous pourrez y revenir, on vous donnera le lien, mais en tout cas, la première session, c'est sur les généralités, donc le travail de posture. Et comme je vous disais, il y a des capsules vidéo pédagogiques donc pour mieux comprendre ce dont il s'agit. Et donc, on aura une séquence en direct ensuite d'une durée de 3 heures où on va parler de l'accueil, comme on le disait, les motifs de consultation, le rapport au cadre. On va vraiment aborder tout ça. La deuxième session, c'est à nouveau 3 heures à distance et là, on parlera plus des troubles associés, donc avec la capsule pédagogique d'abord que vous aurez le temps de voir à l'avance et ensuite la séquence en direct de 3 heures où nous serons toutes les deux. Puis une autre session donc de 3 heures où là, on va aborder la vie relationnelle des HPI parce que bien évidemment, ils ont une façon d'être dans leur rapport à la famille, leur rapport au travail, leur rapport avec leurs amis, leur rapport social. Donc, tout ça va être abordé. La session 4, c'est ce qui concerne le rapport au corps, donc, dont on parlait à l'instant, avec donc vraiment beaucoup de choses envisagées sur la façon dont on peut les conseiller, les aider à vraiment se reconnecter le plus possible à leur corps. Il y aura un apport méthodologique et pratique. On fera aussi des exercices, même si on est à distance, on peut faire des exercices. Une session 5 où là, on a lié 2 thèmes qui sont très, très reliés. C'est le rapport au temps et le burn-out. Donc, le rapport au temps, c'est un peu plus ma partie et Emmanuel est spécialiste de la partie burn-out. Donc, on en a une autre ici présente et spécialiste aussi. C'est vrai, Sandra. Sandra fait de super choses pour le burn-out. Tout à fait. Donc voilà, ça c'est un sujet hyper important. Sandra, on pourra te faire intervenir en invité. Avec plaisir. Et la session 6, c'est plus pratique, on va dire, où là, tout le long de notre formation, on a à cœur de parler à la fois pratique et théorie. Donc, il y a des études de cas et plus particulièrement dans cette dernière partie où en fait, on vous aide à ajuster votre posture, celle qui est la vôtre, quelle que soit votre obédience, quel que soit votre métier, ajuster votre posture par rapport à tout ce que l'on aura abordé et voir comment vous allez pouvoir vous ajuster et transformer des choses dans votre pratique quand vous recevrez des HPI ou pour recevoir des HPI. Voilà, donc ça se passe comme ça. Les dates et le tarif, eh bien, vous les avez en dessous. Les dates, elles sont là. Donc, vous avez toutes les sessions. C'est les lundis, mardis, l'après-midi, 15h, 18h, parce qu'on a un petit public québécois. Alors, on a ajusté nos horaires par rapport aux premières sessions parce qu'ils veulent participer. C'est 890 €. Donc, je ne sais pas si vous voyez tout. C'est bon, vous voyez tout? Parce que je n'étais pas complètement sur mon cadre là. Donc 890 € avec une prise en charge possible, puisque je suis organisme de formation et avec le Datadoc, il y a une prise en charge par vos fonds de formation si vous faites une demande. Voilà ce qu'on peut en dire. J'oublie quelque chose, Emmanuel, ou pas? Non? Non, non. Tu es super complète. Moi, tu es trop forte pour faire ça. Moi, je ne sais pas bien le faire et je l'assure. Avec, Merci. les possibilités de paiement 2 ou 3 fois. Mais enfin, bon, tout ça, vous le verrez. Je vous donnerai le lien, vous pourrez aller voir. Et si j'oubliais quelque chose, Emmanuel, que je t'avais dit cette semaine, pour ceux qui s'inscrivent d'ici, on est quoi? D'ici lundi. Les dates d'inscription, c'est jusqu'au 5 novembre, mais jusqu'à lundi, je propose d'adjoindre à ceux qui s'inscriront une formation qui n'est pas directement liée au HPI, mais aux professionnels de l'accompagnement, pour vous aider à être plus à l'aise dans l'accompagnement à distance, puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas y échapper et que tout le monde n'est pas à l'aise avec ce format-là. Moi, j'ai beaucoup de collègues, consoeurs, confrères qui ont du mal avec l'accompagnement à distance, parce que là aussi, ça nécessite de revoir son cadre, ça nécessite de revoir sa façon de communiquer, ça nécessite de s'habituer à tout un tas de choses techniques et des outils différents et être vigilant à certaines choses auxquelles on n'est pas vigilant en présentiel. Il y a des choses nouvelles et des choses qui s'ajoutent et des choses qui s'enlèvent. Et donc, j'ai créé un module de formation comme ça l'année dernière au moment du confinement et je vous l'offre pour marquer cette inscription si ça vous intéresse. Voilà, ce sera le plus. Super. Vous me dites si vous avez vu, j'arrête le partage peut-être et je vous donnerai le lien, à moins que vous ayez des questions. Est-ce
Il y a des questions, pas forcément que sur la formation, mais sur un petit peu ce dont on parlait ou que vous avez avant qu'on clôt ce petit moment où on a débordé. Mais c'est normal, c'est toujours comme ça. Je vous mets le lien dans le chat si vous voulez. Voilà. Si je voulais ajouter quelque chose, j'ai vu Cathy qui nous disait effectivement quelque chose de très très important. Cathy nous disait qu'il y a le livre de Nicolas Gauvrit et Nathalie Claubert. Oui, exact. Merci Cathy de me rappeler ça. Je ne sais pas si elle est toujours là, Cathy. Tu es toujours là, Cathy? Si, elle est là. Oui, merci. oui, je suis là. Merci Cathy de ta présence. Je ne sais pas si tu veux te présenter. Bonjour à tous, je suis donc Cathy Bayer, la coordinatrice des bénévoles de la FEP. Voilà. Voilà, j'organise beaucoup d'actions, de conférences, etc. avec Magali et Emmanuel, qu'on connaît depuis des années. On leur fait confiance et je n'étais pas là pour les soutenir, hein. J'étais là simplement parce que je suis On a pris contente de notre ce qu'elles part. proposent. Je me suis dit que Vous c'était me donnez- l'occasion de faire connaître la FEP, tu vois, en te voyant. Voilà, ouais, ouais. Alors, je n'étais pas là non plus pour faire connaître la FEP, c'est parce que ouais, je connais tellement leurs qualités et tout. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elles vont pouvoir encore m'apporter de plus aujourd'hui? Voilà. Merci Cathy. Et à chaque fois, vous m'en apprenez quand même, et ce qui nous sert, nous, à accompagner les parents, à les guider vers les professionnels adéquats. Et voilà, encore merci pour tout ce que vous allez apporter à toutes ces personnes, j'espère. Voilà. Merci C'est une belle Cathy. soirée. Et merci d'avoir rappelé ce livre qui effectivement est super. Je l'ai sur mon bureau, je ne l'ai pas encore lu en entier, mais il est très très riche. C'est un Il livre. est très riche. Ouais, ouais. Il est très, Nicolas très Gauvry. riche. Moi, je sais que je lis que des paragraphes qui m'intéressent en C'est ça. premier pour pouvoir. Mais c'est beaucoup d'études. C'est pas de dire ils sont comme ça, ils sont comme ça. Voilà, c'est dire voilà, selon les statistiques, selon les études, il apparaîtrait que on n'est pas comme ça. Par contre, parce qu'ils sont avec ce fonctionnement, etc., ça les amène à ça. Je parle, admettons, de l'hypersensibilité. Oui, Il n'est pas prouvé que les hauts potentiels sont plus hypersensibles que les autres. Par contre, par leur mode de fonctionnement, par leur rapidité de réflexion, par les fibres voilà, de tissu glial, etc., qui est plus important, effectivement, ils réagissent d'une façon beaucoup plus forte. Hein. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont plus hypersensibles. c'est ça. Enfin, bon, tout ça, et je trouve que le livre est très intéressant en tout cas. Merci Cathy. Alors, est-ce qu'on a une petite question? Ah oui, j'ai vu qu'il y avait une main levée. Caroline. Pardon, j'ai juste oublié de la rebaisser. Bon, tant pis. Ok. Moi, j'arrive pas à vous envoyer le lien. Vous l'avez reçu le lien? Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on vous souhaite tous une bonne nuit? Non. Dites-moi si vous avez reçu le lien ou pas. Je n'ai pas eu ton lien. Hop. Ah, ça y est. Voilà. Il n'était pas parti. Ah, super. Donc ça, c'est le lien à ce que je viens de vous montrer en partage. Ok, merci Isabelle. Je vois que vous nourrissez les discussions de plein de Oui, références. C'est ouais, c'est adorable. super. C'est super. Extra. On va regarder tout ça. C'est difficile d'être à la fois dans le chat et avec vous. Alors Jean-Marc, vous Oui, demandez, je Jean-Marc a repose une ma question. question. Est-il possible, alors, attendez, parce que, Est-il recommandé de passer le test OS4 avec un psychologue, bien sûr, habilité, et d'envisager un suivi avec ce même psychologue s'il est aussi psychothérapeute, ou mieux vaut-il dissocier les demandes? je crois que ça dépendra du psychologue, ça dépendra des affinités. Moi, je sais que dans ma posture, vu que par exemple, je pratique aussi les bilans, j'aime expliquer aux gens qui viennent que justement, c'est pas parce qu'ils viennent poser un bilan avec moi qu'ils doivent absolument signer un contrat après pour travailler avec moi. J'avoue que j'aime bien, moi, dissocier. Voilà, parce que je trouve ça important pour deux raisons. Et la première, c'est que beaucoup de personnes, pardon, HPI qui viennent passer le test
ont un temps incroyable de digestion de leur fonctionnement et vont passer par une grosse période de doute. Genre, oh, est-ce que le psy, c'était le bon psy? Est-ce que le psy, il n'a pas facilité? Oh, mais comme le psy, il est spécialisé HPI, peut-être qu'en fait, finalement, il dit à tout le monde qu'il est HPI et que du coup, mon test, il n'est pas validé et blablabla, et tout ce que le mental met voilà, en doute. Je pourrais vous en raconter des tonnes. Et le fait justement que le psychologue qui va suivre ne soit pas le même psychologue, ça permet de pouvoir poser cette distance aussi avec ce mental peut-être un peu trop intrusif et à un moment donné de s'apaiser. Voilà. Mais si c'est le même psychologue et qu'il est bien dans ses baskets et que vous êtes bien avec ce cadre, je ne vois pas où est le problème. Argumenter, oui, je suis désolée, c'est une Ah bah oui. déformation. Je suis tout à fait d'accord, hein, donc j'ajoute rien. C'est Quand il y a vraiment des comment doutes, il n'y a vous pas vous de doute. sentez aussi. C'est qui déjà qui a dit ça? Je ne sais plus. Quand il Je y ne a sais des pas doutes, il n'y a pas de doute. Je sais plus. Bon, en tout cas, on ne vous a pas entendu, on ne vous a pas vu, mais vous êtes la petite voix off, Isabelle, qui a nourri vraiment notre Oui, espace merci discussion. Alors, Isabelle. merci à vous, c'est adorable. Bon, ben, Avez-vous d'autres questions ou on conclut? Dans le chat ou en direct, hein, vous pouvez vous exprimer. Hein. Bon, bah, écoutez, en Non tout cas, moi, j'ai pris plaisir à avoir ce moment avec tout à chacun et chacune. C'était vraiment chouette de voir que tout le monde s'apportait, se nourrissait. Moi, j'adore cette intelligence collective, c'est que du bonheur. Merci à toi, Magali. Merci Emmanuel, merci à toi aussi. C'était chouette. Et puis, Merci au pour vos plaisir. merci que je vois défiler dans le chat. J'ai envie de terminer en disant que moi, ce que je trouve important dans ce qu'on fait là et pourquoi ça fait sens pour nous et pour moi en tout cas, c'est d'admettre que, bien sûr, on a tout à remettre en question dans nos pratiques. Hein. Il faut toujours se remettre en question et toujours aller chercher à affiner notre façon de pratiquer. Et que moi, tout ce chemin m'a apporté beaucoup d'inattendus. Je ne savais pas quand je découvert ça que j'allais faire évoluer ma pratique de cette façon-là et continue à évoluer avec les HPI, grâce aux HPI. Et que pour moi, le sens, c'est vraiment de nous tourner tous, professionnels de l'accompagnement ou de santé, vers l'accueil de la différence et de cette différence comme de toutes les différences. Et c'est ça qui, moi, me mobilise et me donne envie d'aller plus loin et de développer le sujet parce que ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas une mode comme certains veulent le dire. Il y a vraiment des gens concernés et des gens en souffrance. Et donc, c'est notre devoir d'en tenir compte, de le développer. Et je salue toutes les initiatives autour de ça. Et nous, on fait ça avec nos pas de fourmis en espérant qu'on va y contribuer aussi. Merci. Merci pour vos merci. Belle soirée. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis peut-être à bientôt si l'aventure vous tente. Bon, on en reste là. C'est difficile. Vous savez quoi? Les HPI, ils ont toujours du mal à se quitter. Ils ont du mal avec la coupure. Ils ont du mal avec la séparation. Vous le savez peut-être. Au revoir Aline. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Vous pouvez enlever vos micros. Hein, il n'y a pas de souci. Merci d'être venu. Comme c'est toi qui as la main sur la salle, je te laisse. Ouais. Je remets peut-être en galerie, comme ça on voit un petit peu tout le monde. Bye. Voilà. Au revoir à tous et toutes. Au revoir, merci beaucoup pour tous ces apports en tout cas. Merci beaucoup, merci d'être venu, merci de nous avoir écoutés et merci pour vos messages. Ciao. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Il y a encore Corinne et Christophe. Et encore. Voilà, nous sommes toutes les deux, Emmanuel. Super. Bon, c'était très bien. Attends, je vais couper l'enregistrement. Je vais